Le 10 juillet 1976, dans une petite commune du nord de l'Italie, une explosion retentit dans une usine de produits chimiques et entraîne la libération d'un important nuage rouge dans l'atmosphère. Ce nuage, on l'apprendra plus tard, contient de la TCDD, une molécule de la famille des dioxines, toxique pour l'homme et considérée comme cancérigène. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Géospoil. Aujourd'hui, on va parler de la catastrophe de Seveso. Notre histoire commence dans la commune de Meda, située au nord de l'Italie, à seulement une vingtaine de kilomètres au nord de Milan. Dans ce village de près de 19 000 habitants se trouve une usine de fabrication d'herbicides et autres pesticides chimiques, ICMESA, pour Industrie Chimiche Meda Società Azionaria, qui appartient à la société Givaudan, elle-même filiale du groupe suisse Hoffmann Roche. À ICMESA, donc, on produisait entre autres choses une molécule appelée le 2,4,5-trichlorophénol, un composé utilisé par exemple pour produire à son tour des fongicides ou encore des antiseptiques. Malheureusement, le 10 juillet 1976, des responsables de la production de l'usine laissent le réacteur servant à produire le trichlorophénol sans surveillance. Les réactifs présents à l'intérieur de la cuve et n'ayant pas encore réagi commencent alors une réaction exothermique, c'est-à-dire libérant de la chaleur, et entraînant par la même occasion une augmentation de la pression. Le réacteur possédait une valve de sécurité débouchant au-dessus du toit de l'usine qui devait s'ouvrir pour éviter que la cuve n'explose sous l'effet d'une pression trop importante. Ainsi, dans la matinée du 10 juillet, le seuil de pression de 3,8 bar a été atteint. La valve a alors sauté, permettant au réacteur de répandre son contenu, soit environ 3000 kg de produits chimiques, dans l'atmosphère. Dès le lendemain, des premiers signes inquiétants apparaissent. Des enfants présentent des nausées et fièvres, la végétation est par endroits brûlée et de nombreux petits animaux commencent à être affectés. Le manager de l'usine ICMESA prévient alors les autorités qu'un nuage d'herbicides capable d'endommager les récoltes a été relâché dans l'atmosphère. Le lendemain, les habitants sont incités à ne pas consommer les produits de leur potager. 4 jours après l'incident, des premiers cas de chloroacné apparaissent, notamment chez des enfants. Il s'agit d'une sorte d'acné qui est causée par une exposition à des agents chlorés et dont il est possible de garder des séquelles. 10 jours après la catastrophe, le groupe Givaudan communique publiquement les résultats de ses analyses. Le nuage était constitué en partie de 2,3,7,8-tétrachlorodibenzopédioxine ou TCDD, une molécule de la famille des dioxines. Des études ultérieures estimeront la quantité totale de TCDD relâchée à environ 30 kg. Ce n'était pas encore bien connu à l'époque, mais on sait aujourd'hui que la TCDD est l'une des dioxines les plus toxiques pour l'homme et est considérée comme cancérigène. Finalement, ce n'est que 14 jours après l'incident que les autorités décident d'évacuer certaines zones et interdisent la consommation de certains produits agricoles. Après de très nombreuses analyses de sol dans les environs de l'usine, les autorités définissent donc 3 zones contaminées. Tout d'abord la zone A, où les teneurs en TCDD dans les sols dépassent les 50 microgrammes par mètre carré. Toute cette zone, d'une surface de 110 hectares où vivaient 700 habitants, a été évacuée et barricadée pendant plusieurs années. Mais on y reviendra juste après. Ensuite, on trouve la zone B, où les teneurs en TCDD sont comprises entre 50 et 5 microgrammes par mètre carré, puis la zone R, où les teneurs n'excèdent généralement pas les 5 grammes par mètre carré. Dans ces deux dernières zones, l'élevage et l'agriculture seront interdits. Au total, c'est 187 cas de chloroacné qui seront diagnostiqués, dont 164 chez des enfants. D'autre part, de la TCDD a pu être détectée dans le sang de nombreux habitants des environs. Finalement, on notera qu'environ 4% des animaux d'élevage sont morts dans les jours et semaines suivant l'accident et que quelques 80 000 seront abattus par précaution pour éviter une contamination via la chaîne alimentaire. Logiquement, suite à la catastrophe, les autorités lancent des travaux de décontamination, qui démarreront en 1977 pour une durée de 5 ans. Lors de ces travaux, tout ce qui se trouvait dans la zone A a été rasé. L'usine, bien sûr, mais aussi les maisons, les arbres, de même que les engins et véhicules utilisés pour la décontamination. Sur 53 hectares, les 30 premiers centimètres de sol seront retirés et considérés comme contaminés. A noter que tous les travaux sont réalisés sous un arrosage d'eau constant pour éviter l'envol de poussière pouvant contenir de la TCDD. Les ouvriers, quant à eux, venaient pour une durée maximale de 4 heures par jour. À chaque fois, ils devaient enfiler une tenue neuve, leur servant uniquement pour la journée, à l'exception des bottes qui servaient une dizaine de fois au maximum, et des masques propres à un seul travailleur et décontaminés après chaque journée. Une fois le travail de démolition terminé, la plupart des déchets ont été enterrés sur place dans 2 grands bassins de confinement.
Par-dessus, un parc, le Bosco del Querce, a été construit et est ouvert au public depuis 1996. Vous aurez peut-être remarqué que j'ai dit la plupart des déchets. I'm sorry, I wasn't listening. Et bien, suite à la destruction de l'usine en 1982, 41 fûts de déchets chimiques contenant de la TCDD ont été scellés pour pouvoir être envoyés en Suisse pour incinération. Mais tout ne va pas se passer comme prévu. Les 41 fûts sont d'abord confiés à la société de transport Mannesmann, qui s'engage à les enterrer dans les règles de l'art en Europe. Sauf que Mannesmann va refiler le transport des fûts à une autre société, et au final, on perd leurs traces une fois passé la frontière italienne. En mars 1983, on apprend que les déchets ont été importés illégalement en France vers la mi-septembre 1982 donc, et stockés pendant quelques jours à Saint-Quentin, avant de disparaître de nouveau. Ce n'est qu'au mois de mai 1983 que l'on retrouve les fûts, planqués dans une ancienne boucherie dans un village de 300 habitants, Anguilcourt-le-Sarthe, situé dans l'Aisne. Suite à toute cette affaire, le groupe Hoffmann-Roche prend directement la responsabilité de ces déchets et annonce publiquement en 1985 leur destruction dans un incinérateur de Bâle en Suisse. Aujourd'hui, plus de 40 ans après la catastrophe de Seveso, les travaux de décontamination ont largement eu le temps d'être menés à bien. Mais est-il possible d'observer des impacts à moyen et long terme sur les habitants de la région ? En 2000, des chercheurs italiens parviennent à montrer qu'il existe un lien, une relation dose-effet, entre le niveau d'exposition à la TCDD chez des adultes au moment de l'accident et le ratio des naissances filles-garçons. En effet, les chiffres indiquent que plus les hommes ont été exposés à des niveaux importants de TCDD, plus l'on observe de naissances de filles. Plutôt étrange, mais ma foi, rien de grave. Une autre étude publiée en 2004 met en évidence un lien entre l'exposition à la TCDD chez les jeunes enfants au moment de l'accident et, d'une part, le développement de défauts de l'émail et d'autre part, l'hypodontie, c'est-à-dire le fait d'avoir entre 1 et 6 dents manquantes par rapport à la normale. Finalement, de nombreux autres travaux scientifiques se sont intéressés au suivi à long terme des populations exposées à la TCDD. Et bien que certaines suggèrent une augmentation des taux de cancer ou d'endométriose qui seraient liés à la contamination, aucune n'est à l'heure actuelle parvenue à le prouver de façon significative. La catastrophe de Seveso n'aura donc eu qu'un impact limité sur la santé des populations, même si plusieurs auteurs mettent en avant l'impact psychologique non négligeable de l'incident. En revanche, cet événement, un des premiers accidents industriels autant médiatisés, aura permis l'émergence d'une série de directives au niveau européen, les directives Seveso. Les directives Seveso, ce sont un ensemble de directives dont l'objectif est de mieux prévoir et gérer les risques d'accidents majeurs inhérents à certaines activités industrielles. En conséquence, les sites classés Seveso correspondent à des installations industrielles considérées à risque. Et vous vous en doutez, leur nom témoigne de l'influence qu'a eu la catastrophe de 1976 sur l'Europe. La première directive, 82-501-EC, dite plus communément directive Seveso, c'est quand même plus simple, date du 24 juin 1982. On ne va pas passer en revue tous les articles de ce texte, mais j'en ai sélectionné quelques-uns qui permettent de comprendre l'essentiel. On commence par l'article 3, qui nous indique que le fabricant, soit toute personne responsable d'une activité industrielle, est tenu de prendre toutes les mesures qui s'imposent pour prévenir les accidents majeurs et pour en limiter les conséquences pour l'homme et l'environnement. Ensuite, l'article 4 oblige le fabricant à prouver qu'il a déterminé les risques d'accidents majeurs existants et pris les mesures de sécurité appropriées afin d'assurer la sécurité des personnes qui travaillent sur le site. Finalement, la directive Seveso prévoit à l'article 10 qu'en cas d'accident, le fabricant doit en informer les autorités compétentes, communiquer toutes les informations relatives à l'accident et pouvant servir à évaluer l'impact de celui-ci, et informer des mesures envisagées pour pallier aux effets à moyen et long terme et pour éviter qu'un accident similaire ne se reproduise. D'accord, faisons comme ça. Cette directive Seveso est donc une première étape importante dans la gestion du risque lié aux activités industrielles. Elle sera remplacée en décembre 1996 par la directive Seveso II. Celle-ci sera amendée en 2003, mais on peut noter plusieurs ajouts importants, dont l'article 8 qui indique que les exploitants doivent coopérer dans le cas où leur proximité entraînerait un risque accru d'accident majeur, et l'article 12 qui introduit la notion de maîtrise de l'urbanisation autour des sites classés Seveso.
Pour finir, la directive Seveso 2 est en 2012 à son tour remplacée par la directive Seveso 3, qui introduit notamment avec l'article 15 la notion de consultation publique et de participation des citoyens à la prise de décision quant à l'installation de sites classés Seveso. Alors tout ça c'est bien joli, mais vous vous demandez sûrement combien il existe de sites classés Seveso en France. Déjà il faut savoir qu'il existe deux types de sites classés Seveso, les seuils hauts et les seuils bas. La différence entre ces deux seuils tient à la quantité et à la nature des produits dangereux présents sur site. Eh bien, au 31 décembre 2020, on recensait 1301 sites classés Seveso, dont 692 en seuil haut et 609 en seuil bas. Pour conclure, on voit donc à quel point un accident survenu il y a 45 ans dans une petite usine du nord de l'Italie continue à faire écho aujourd'hui. Et ce n'est pas l'accident de l'usine de Lubrizol à Rouen en 2019, un site classé Seveso seuil haut, qui va nous faire dire le contraire. Néanmoins, et on vient de le voir, ce genre d'accident, surtout lorsqu'il marque à ce point l'opinion publique, permet de prendre du recul sur nos activités, de prendre conscience des risques que l'on encourt et nous font réfléchir à la manière dont l'on peut s'en protéger. Voilà, c'est tout pour cet épisode de GeoSpoil, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher un pouce en l'air, à vous abonner et à partager la vidéo. Aussi, si vous avez des idées d'autres catastrophes industrielles dont vous aimeriez qu'on parle, n'hésitez pas à vous exprimer en commentaire. Ciao!